transfert vers la plante de métaux lourds comme le cadmium ou de radionucléides comme le césium. Donc on voudrait comprendre quels sont les transporteurs qui normalement sont là en fait pour la nutrition de la plante en potassium essentiellement, qui interviennent pour le transfert du césium, de façon après à sélectionner sur des critères quantitatifs les plantes et éventuellement faire de la sélection, éventuellement les transformer. Donc on travaille en ce moment sur de nombreux canaux et transporteurs potassiques, parce qu'on pense que c'est par là que le césium entre. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on commence par des techniques de génétique inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre des plantes qui sont invalidées pour certains gènes qui peuvent pour ces transporteurs. On va voir si elles assimilent moins de césium, ça veut dire qu'a priori ces transporteurs interviennent dans ce process. Et après on peut sélectionner des plantes qui expriment plus ce transporteur ou transformer des plantes qui vont l'exprimer plus. Donc voilà un peu la philosophie. Pour ça, on collabore avec notamment des équipes japonaises qui font de l'imagerie, où on peut suivre en temps réel le transport de césium depuis un milieu d'agarose qui contient du césium vers les racines. Donc vous voyez par exemple ici l'effet du potassium, une très forte compétition. Ici on a 5 micromolaires de potassium, ici on n'a pas de potassium, et on a la même quantité de césium dans le milieu. Et on voit que là où il y a du potassium, il y a très peu de transfert de césium vers les racines. On l'aperçoit à peine ici, alors que le césium est tout de suite absorbé quand il n'y a pas de potassium. Donc le potassium est une contre-mesure assez intéressante quand même en cas de pollution. Donc voilà les approches qu'on suit, c'est de la génétique, c'est essayer d'identifier des marqueurs importants dans le transport du césium, et ensuite aller voir dans la biodiversité si certaines plantes expriment beaucoup ces transporteurs. Après il y a deux possibilités, c'est soit ce qu'on appelle la safe food, on peut imaginer des plantes chez lesquelles on a réussi à supprimer les transporteurs impliqués dans la prise de césium, et donc faire du riz qui aura du grain non contaminé par exemple sur un sol contaminé. Et la phytoremediation, on va chercher à faire l'inverse, c'est-à-dire augmenter cette translocation. Bon, je vais donner très rapidement, je ne suis pas du tout au niveau de l'heure. Ok. Quelques exemples de phytostabilisation sur le terrain, ce n'est pas toujours des radionucléides, mais par exemple ici, ça c'est en France, à la Combe du Sceau, c'était une ancienne mine d'or où il y avait une très forte pollution d'arsenic. Il y a à peu près 300 kg par an qui percolaient vers la rivière, vers la nappe phréatique et 1300 qui coulaient dans la rivière. Donc ça a été phytostabilisé en fait en ajoutant de la grenaille de fer qui retient l'arsenic, puis en plantant des plantes qui sont résistantes à l'arsenic, de façon à obtenir quelque chose qui évite essentiellement le ruissellement. Une possibilité également d'utiliser les plantes, c'est la rhizofiltration, parce que les racines des plantes sont de véritables pièges à cations. Et ça, c'est illustré par cette manip qui est maintenant ancienne, mais où de l'eau contaminée par de l'uranium va être passée dans des bassins successifs, et en fait retenue essentiellement au niveau racinaire, et 97,7% de la contamination est retenue dans le premier bassin, 1,1%, puis 0,5%. Au total, il reste, je ne vais pas faire le calcul, mais je crois que c'est de l'ordre de 1%, un peu moins, dans le dernier bassin. Donc ça, c'est des techniques extrêmement simples, qui ne sont pas consommatrices d'énergie, et qui peuvent être très facilement mises en œuvre pour différents éléments. Sinon, de la phytoremediation de l'uranium, enfin, ou de la remédiation de l'uranium, il y a eu des tentatives à Tchernobyl et à Stavoula. Alors, à Tchernobyl, il y a des techniques de radeaux flottants. En fait, la contamination a tendance à se mettre dans des lacs, enfin, ou plutôt des petits étangs, des mares. Et là, on peut donc faire cultiver des plantes sur des systèmes en polystyrène, simplement. C'est une culture hydroponique. Et en fait, les racines des plantes sont très affines pour l'uranium, puisqu'on trouve des concentrations qui peuvent être de 5000 à 30 000 fois plus importantes dans les racines que dans l'eau contaminée. Et là, c'est plutôt une nappe phréatique qui était contaminée avec différents éléments, H-Stavoula, dans lequel on a en fait injecté des esters de polylactate en fait, pour augmenter l'activité d'une bactérie qui était sur place, qui était géobactère, et qui est capable de réduire l'uranium, et donc il va immobiliser cet uranium qui était sinon biodisponible. Une dernière technique, c'est la phytovolatilisation. Alors ça peut faire
un peu peur quelque part quand même. Mais bon, ça marche. Alors, par exemple, le sélénium c'est toxique à forte concentration, mais très généralement, on manque de sélénium. Enfin, peut-être pas les humains, mais on rajoute toujours du sélénium dans les aliments pour le bétail, par exemple, parce que c'est quand même un élément qui est relativement rare. Et les sélénocystéines sont des briques importantes du vivant, notamment pour les P450. Donc une possibilité, c'est un des éléments qui, lorsqu'il est méthylé, devient volatile. Donc on transforme une plante, on va lui faire exprimer une méthylase, et donc le sélénium qu'elle va intégrer dans un endroit qui est pollué au sélénium va être méthylé, puis devient gazeux. On peut faire la même chose avec le mercure également, alors ça c'est plus discutable. Et là, en fait, il y a une expérience qui a été faite, je ne me rappelle plus du nom exactement de l'endroit. En fait, à Washington, c'est là où ont eu lieu les premières expériences de Fermi en 1942, la première réaction en chaîne, en plein cœur de Washington. Et en fait, tous les débris ont été ramenés dans... Alors, ça ne me revient plus, c'est au sud-ouest de Washington, à peut-être 40 km. Il y a un grand centre où ils ont stocké beaucoup de déchets radioactifs et qui sert en fait de plateforme expérimentale de remédiation. Pardon. Oui, Argonne, exactement. Et, donc là, il y avait un problème de pollution de nappe phréatique par de l'eau tricier. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est... et en fait, quand on regarde sur Google Maps, tout autour, c'est des lotissements. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des tubages assez profonds, dans lesquels ils ont mis des racines de peupliers. Et donc, ça, c'était en 2001. On commence à voir des peupliers qui poussent, et vous pouvez aller sur le site, et maintenant c'est des arbres assez conséquents. Et ces arbres en fait volatilisent cet eau tricier petit à petit, mais bon, à une cinétique, je dirais, qui reste dans les normes tolérables de l'eau tricier dans l'atmosphère. Voilà. Donc... combien de temps il faudra pour... je ne peux pas vous dire. Il y a des cartes, c'est plutôt un système de stabilisation, c'est-à-dire que ça évite que cette eau fuit du fait qu'elle est pompée. Il y a justement des petits films qui montrent cette dynamique. Mais après, en temps, pour pomper totalement, je ne sais pas. Mais enfin, les arbres consomment beaucoup d'eau. Donc voilà, je voulais vous parler rapidement. Il y a un programme, en fait, suite aux événements de Fukushima. Le gouvernement français avait lancé, enfin, entre autres, des investissements d'avenir, et une partie donc, a été un appel d'offres pour disons, à la fois consolider la filière nucléaire en termes de risques et éventuellement intervenir en cas de catastrophe. Donc là, on avait déposé un programme qui a été accepté avec des collègues de l'IRSN, de l'Hydra, du CIRA, de Veolia et d'Areva, qui est en fait une technologie un peu mixte de remédiation, qui consisterait, après une contamination, de faire une cartographie très fine, de façon à traiter de façon mécanique, physico-chimique, rapidement vraiment les points très chauds, et ensuite d'essayer d'utiliser des techniques donc, de type phytoremédiation, microbiologie, couplées à des techniques de valorisation de la biomasse pour traiter des superficies beaucoup plus importantes. Donc ce programme démarre le mois prochain, et il va durer au moins 5 ans. Et si j'ai 2 minutes là 2 minutes, oui. Ouais, c'est parce que c'est une belle histoire, simplement. Corinne Rivasso, là, qui travaille au CEA à Grenoble, en fait, et Emmanuel Farry, qui travaille à l'Institut Lavalangin, qui est juste à côté, ont fait une découverte assez extraordinaire, je trouve. Dans tous les réacteurs, il y a des piscines. Hein, vous avez entendu beaucoup parler de Fukushima. Alors, ce pas des piscines pour se baigner, mais c'est pour refroidir les éléments de carburant. Et donc, ces piscines, l'eau va être contaminée, en fait, parce que à cause des métaux activés. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans une piscine qui est à l'Institut Lavalangin, il y avait des taches vertes à certains endroits de la paroi, et qui recevaient des rayonnements assez considérables. Donc, ils ont en fait isolé cette algue qui s'est révélée être une microalgue et qui a été classifiée avec le muséum comme une cocomixa nouvelle qu'ils ont appelée Actinabiotis du fait de son biotope. Et donc, ce qui est extraordinaire chez cette algue, c'est qu'elle résiste ici, donc là, à des doses de 20 kg. Alors que j'ai rappelé l'humain, là c'est 5 à 10, hein, donc on est quand même très fragile. Non seulement donc elles sont extrêmement radiorésistantes,
Mais en plus, ces algues sont capables d'accumuler de façon extraordinaire les éléments radioactifs, comme l'argent 110 et le cobalt 60, c'est les deux principaux dans cette piscine, d'un facteur 100 000 ou un facteur 10 000, et puis bon, pas mal d'autres. Donc, et en fait, elle pousse dans cette piscine qui contient pratiquement de l'eau distillée. Donc et c'est un organisme photosynthétique, donc il n'y a pas besoin de lui donner de supracarboné, simplement l'éclairage de la piscine qui est à 200 microaltènes est suffisant. Donc en fait, ils ont fait des maniques pour comparer le potentiel de ces algues par rapport aux résines actuellement utilisées pour purifier ces piscines. Alors on va passer sur 1 heure, c'est pas intéressant, mais sur 24 heures, on voit que bon, l'algue n'est pas aussi performante que la résine sur 24 heures, mais enfin 24 heures c'est quand même un temps court, que par contre elle l'est beaucoup plus que la résine pour ce qui est des composés en C14. Et à un moment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément arrêté les résines de la piscine jusqu'à ce qu'il y ait une forte contamination, et ils ont ensemencé avec des algues. Et ils ont commencé à filtrer ces algues sur des microfiltres, et ils ont vu la radioactivité de cette piscine de réacteur nucléaire, qui fait quand même 360 mètres cubes, diminuer au cours du temps, et puis ensuite ils ont remis la résine. On voit que les cinétiques ne sont pas très différentes, et qu'avec 40 grammes d'algues, ils ont extrait quand même 740 mécabécrel de cette piscine en 3 semaines. Donc ça c'est un processus qui est en